Pour le Premier ministre qui nomme les choses. Il parle du terrorisme islamiste qui frappe partout dans le monde. On va juste écouter, et après je vous passe la parole pour entamer le débat, Jean-François Récart, qui est le procureur national antiterroriste de notre pays, qui lui est extrêmement inquiet. Il signale une explosion du nombre de dossiers pour terrorisme djihadiste depuis 4 ans. Il dit on a changé d'échelle. Écoutez-le. Entre le 1er septembre 2019 et aujourd'hui, nous avons jugé 81 dossiers de terrorisme djihadiste devant la cour d'assises spécialement composée. 8 fois plus en un peu plus de 4 ans que pendant les 25 années qui ont précédé. Je veux dire, le chiffre est tout à fait éloquent. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement complet d'échelle. Une échelle différente, Sabrina Medjeber. C'est-à-dire que là, on est sur des nombres de terroristes jugés et qui vont sortir de prison aussi. C'était une autre inquiétude de Jean-François Récart, qui est effrayante. Absolument. Et malheureusement, ce chiffre va grandir d'année en année, puisque, encore une fois, le terrorisme n'est pas simplement l'affaire d'adultes, c'est également l'affaire de mineurs. Céline Berthon, la nouvelle directrice de la Direction générale de la sécurité intérieure, le signalait récemment dans son communiqué de presse que la radicalisation des mineurs était une réelle inquiétude. Nous en avons eu la preuve à Nice récemment avec ce jeune étudiant, enfin ce jeune élève de CM1 qui avait dans son esprit fomenté un attentat. Il faut savoir que cette jeunesse, elle est dotée d'outils. Elle peut se radicaliser en quelques heures via des réseaux sociaux et également des relais, des réseaux sociaux qui relaient des propagandes de groupes type Hamas ou État islamique. Mais pas seulement, vous savez, c'est aussi une question d'allégeance. Vous avez l'ouvrage de Abou Bakr Najar qui s'appelle « Le management de la sauvagerie », qui est un des piliers de référence quant à la pensée et au passage à l'acte. Vous avez celui d'Al-Souri aussi, écrit en 2005, qui s'appelle « Appel à la résistance islamique ». Donc il y a de la littérature, voilà. Absolument, il y a toute une sert de base et une littérature à laquelle, sur laquelle se basent ces jeunes ou adultes d'ailleurs, pour faire allégeance et ensuite s'en servir comme étant le justificatif du passage à l'acte terroriste, bien sûr. Rachel Kahn, on voit cette montée de l'inquiétude. On entend le procureur national antiterroriste dire qu'il est extrêmement inquiet. Oui. On entend le Premier ministre et on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. Partout dans le monde. Et sur notre territoire, on voit cette hybridation entre le terrorisme dur, celui qui est passé à l'acte, donc qui est en détention, et ceux qui ont été radicalisés et qui vont sortir. Mais effectivement, tous ces jeunes, et on parlait de la dette tout à l'heure, je pense que la problématique de la dette est aussi liée à notre contexte, celui qu'on est en train de vivre, et notamment de devoir faire des choix. Lorsqu'on finance des associations à un espèce de saupoudrage sur des associations qui sont dans un entre-deux, qui sont totalement compatibles avec ces idéologies-là, qui ouvrent la porte pour harceler la République, il faut faire un choix de cesser cette... Il faut faire le ménage. Exactement. C'est Place Nette aussi, c'est pareil. Nicolas Bavrez. Je crois qu'évidemment tout ce qui vient d'être dit est exact, c'est-à-dire que on a un terrorisme d'origine interne, ce que vous avez rappelé, et qui touche maintenant de plus en plus les mineurs, ce qui est. Mais l'autre tournant, ce qu'on vient de voir en Russie, c'est que ce qui avait disparu, c'était la capacité à projeter des commandos, ce qui avait eu lieu auprès du Bataclan. Et il se trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, cette capacité est de nouveau là. Elle est là, on l'a vu à partir du Caucase, mais elle va aussi exister à partir de l'Afrique, puisque avec la sortie et l'expulsion de la France d'Afrique, le fait que le Sénégal est en train de tomber entre les mains des salafistes, il va y avoir quand même, on a déjà une espèce d'énorme sahélistan qui s'est créé. Et donc, on a bien ces deux menaces qui, aujourd'hui, vont de nouveau exister. La menace intérieure qui croît et la menace de commando extérieur. Et là où il y a quand même une difficulté dans la position du gouvernement, c'est qu'on a raison de dire, de prendre conscience, mais là aussi, il faut quand même en tirer des conséquences. Je ne vois pas comment on peut continuer à prétendre organiser la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques telle qu'elle a été prévue, dans des conditions où la sécurité est impossible
à gare, ni pour les spectateurs, ni pour les athlètes. Pour les athlètes aussi, et donc, ça fait des mois qu'on voit monter ce problème avec déjà ce qui se passait à l'est du continent. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir qu'on ne tire pas de conséquences de cette dégradation spectaculaire du climat, de la situation sécuritaire. Alexandre Devecchio, vous faites partie de ceux qui, comme Olivier Marleix, des Républicains, disent le gouvernement entretient un climat anxiogène pour les Français, en brandissant la menace terroriste. Je ne fais pas partie de cela. Je pense que les propos d'Olivier Marleix étaient maladroits, parce qu'en fait, il disait après, il faut être cohérent, et justement, il amenait cette question des Jeux Olympiques. Mais nous, là, pour une fois, Gabriel Attal met effectivement les bons mots. D'ailleurs, il parle d'islamisme. L'islamisme est un phénomène beaucoup plus large que le terrorisme, est peut-être beaucoup plus inquiétant, parce que le terrorisme est un problème sécuritaire qui fait des morts, mais l'islamisme à long terme, c'est un basculement démographique, c'est un changement de civilisation, et on voit qu'il s'opère déjà dans certaines parties du territoire. Donc de ce point de vue-là, Gabriel Attal a raison de parler d'islamisme. Maintenant, effectivement, il faut qu'il soit cohérent. Donc à la fois, il faut sans doute... Il y a les Jeux Olympiques, mais enfin... à très long terme, le problème ne s'arrête pas aux Jeux Olympiques, et donc il faudra poser la question des frontières, parce que ce soit les commandos projetés ou le problème interne, il vient d'une immigration qui a été mal gérée depuis des années, à un échec de l'intégration. Donc toutes ces questions-là, il faut les mettre sur la table. Et enfin, troisième chose, il va falloir mettre sur la table la question de l'état de droit. C'est-à-dire le remettre en cause, Nicolas Bavrez il fait partie de ceux qui a condamné ce qu'il a appelé les démocratures ou les démocraties autoritaires, c'est-à-dire les régimes type Vladimir Poutine. Et il a raison, mais entre une démocratie autoritaire et une démocratie sans autorité, il y a une marge. Et aujourd'hui, nous avons une démocratie sans autorité. Donc il est temps d'adapter l'état de droit à notre réalité, et aussi d'en finir avec une forme de démocratie des juges, puisqu'aujourd'hui on a des juges européens qui viennent piétiner finalement le travail du législateur français. L'état de droit, c'est aussi la souveraineté populaire et les lois qu'ont votées les législateurs français. Et donc il va falloir donner une primauté finalement au droit national par rapport au droit supranational et aux jurisprudences des juges. Rachel, un mot. C'était juste un tout petit point sur la question des frontières. Il y a les frontières physiques, celles que l'on connaît, mais il y a aussi les frontières mentales. Là, l'idéologie, notamment islamiste, c'est une question de frontières mentales. Et justement, de rappeler à ces jeunes que ce qu'ils peuvent voir ou entendre dans les associations culturelles ou sportives, où on leur parle avec un langage séparatiste, au fond racialiste, etc., ça ne fait pas partie de notre socle républicain. Y compris même dans l'école. Très bon, bien sûr, évidemment. Et à l'école aussi, Sabrina. Récemment, un jeune professeur de 24 ans a été placé en garde à vue parce qu'il envoyait des messages à l'État islamique. Bon. C'est aussi. Louis Dragnel, la menace terroriste, elle est bien réelle, elle est sur notre sol, avec des risques d'attentats projetés. Oui, je rejoins ce que disait Nicolas Bavrez, c'est-à-dire que l'enseignement majeur de ce qui s'est passé à Moscou, c'est qu'en fait c'est l'Occident chrétien, pour schématiser, qui a été frappé depuis des gens qui venaient de l'extérieur du territoire qui a été frappé. Et donc pour nous, effectivement, et je crois qu'Emmanuel Macron l'a compris immédiatement, en proposant d'ailleurs la coopération des services de renseignement français au profit de l'appareil russe, précisément sur la question de la lutte contre l'islam radical, c'est l'illustration du fait que nous sommes à nouveau, et c'est la prise de conscience, l'acceptation du fait qu'on est à nouveau aussi désigné comme une cible par l'État islamique. On l'a toujours été en réalité. Oui, mais on pensait depuis quelques années, on en parlait quand même un peu moins. On voyait qu'il y avait l'émergence de ce qu'on appelait le terrorisme low cost, avec des gens qui pourraient acheter un couteau de cuisine ou qui commettaient du terrorisme qu'on appelle de basse intensité. Là, c'est le retour quand même à cette possibilité, cette vulnérabilité. Et puis on voit que les gens, en tout cas, qui ont été interpellés en Russie, sont des gens qui étaient très bien formés, préparés. Et puis je rappelle ce qu'on dit régulièrement, mais pour être capable de faire une telle tuerie tout en allumant des 139 feux, personnes. N'importe qui peut pas faire ça. Donc ça suppose d'avoir été suffisamment endoctriné, entraîné et préparé. Voilà, on ne fait pas ça comme ça. Et financé. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Nicolas Bavrez, et après on va repartir à Moscou. Un mot rapide pour répondre à Alexandre Devecchio. Je crois que, y compris en Europe, c'est là où on voit que ça n'est pas l'Europe l'origine du problème, mais qu'il y a vraiment un problème français. C'est qu'en Europe,
on a des États qui ont été effectivement laxistes, mais qui ont repris le contrôle. Donc il est bien vrai qu'il n'y a pas de démocratie qui fonctionne sans paix civile. Et pour la paix civile, il faut une autorité publique forte. Quand on prend aujourd'hui des pays comme la Suède, comme le Danemark, ce sont des pays où l'état de droit fonctionne et fonctionne de manière rigoureuse et où on a bel et bien une vraie reprise en main de l'autorité publique. Je rappelle aussi, par exemple, sur la Suède, ce qui est intéressant, c'est un pays donc, qui a été très longtemps un pays neutre, qui vient donc de décider de rejoindre l'OTAN. C'est un pays qui a rétabli le service militaire. Et je pense que, vous voyez, vous parlez de sentinelle, mais on voit bien qu'on est aujourd'hui sur deux fronts, avec ce front intérieur et puis la Russie et le retour de la guerre de haute intensité en Europe. C'est pas avec 77 000 soldats de l'armée de terre qu'on peut faire les deux. Donc là, on va ramener des milliers de soldats pour faire du sentinelle, alors qu'en réalité, c'est pas leur métier. Donc je pense que nous devrions réfléchir au rétablissement du service militaire avec une force de 50 000 hommes qui serait chargée d'abord de faire la fin des déserts militaires dans notre pays et d'être mise au service, de faire grosso modo ce que fait Sentinelle, ce qui permettrait au reste des forces de se spécialiser dans le combat de haute intensité. Sur la base du volontariat, ce service militaire. Exactement. Enfin, on peut pas, de toute manière, ça n'a pas de sens de prendre toute une classe d'âge, etc. C'est pour ça qu'en Suède, c'est 40 000 personnes. Nous, on peut faire un peu plus. Avec 50 000. Voilà, mais avec l'idée de remettre en route, et ça correspondrait, à mon avis, à un vrai besoin. Ça permettrait de rétablir un lien entre l'armée et la nation. Et je pense que c'est une des manières de rétablir de l'autorité publique aussi dans notre pays. Allez, on va continuer à parler de ces questions de sécurité nationale dans un instant, juste après le rappel des titres de l'actualité.